Et si dans le chaos du XXIe siècle, la victoire sur le champ de bataille n'appartenait plus à celui qui possède la technologie la plus avancée, mais à celui qui maîtrise l'art ancestral de la tromperie? Imaginez une guerre où la puissance de l'OTAN, épaulée par les alliés occidentaux les plus modernes, s'effrite impuissante face à une stratégie invisible, ourdie dans l'ombre avec une précision glaciale, comme une toile d'araignée tendue dans l'obscurité. Le XXIe siècle, tant vanté pour ses drones, ses cyberarmes, ses satellites, verrait-il le retour triomphant de la ruse, du leurre, de l'intoxication? Ce n'est pas un simple retour en arrière. C'est une réinvention brutale, où la modernité se fond dans la plus vieille des armes, l'esprit humain, capable de semer le doute là où la technologie croit tout voir. Début novembre 2025. L'Ukraine du Sud est le théâtre d'un drame qui rappelle, par bien des aspects, les grandes batailles d'enveloppement du XXe siècle, Stalingrad, Koursk, même Dien Bien Phu. Mais ici, c'est le saillant de Rabotino qui focalise toutes les attentions. Une avancée étroite, longue d'une trentaine de kilomètres, arrachée aux lignes russes au prix d'un été entier de combats acharnés. Dans ce couloir, les forces ukrainiennes, galvanisées par l'arrivée de 6 brigades mécanisées et de 2 brigades parachutistes, toutes équipées de blindés, d'artillerie, de munitions et de systèmes de communication occidentaux, progressent avec l'espoir de briser le front. L'enthousiasme règne dans les chancelleries occidentales. Les analystes devant leurs écrans saluent une percée décisive, un pas, croit-on, vers la mer d'Azov. Cette avancée, célébrée comme un modèle d'intégration technologique et tactique, est brandie comme preuve que la doctrine OTAN, ses formations interopérables, ses chars Léopard et ses véhicules Bradley peuvent faire plier la défense russe. Pourtant, derrière les fanfares médiatiques, une faille béante se dessine, invisible à l'œil nu, ou plutôt visible seulement à ceux qui, comme l'état-major russe, scrutent les cartes à la recherche des faiblesses logistiques et structurelles. Pourquoi Rabotino, ce promontoire hérissé de blindés, est-il à la fois un trophée et un piège mortel? L'histoire, encore et encore, enseigne qu'un saillant, cette pointe avancée dans le dispositif ennemi, est à double tranchant. On pense à la poche de Falaise en 1944, où l'armée allemande, avancée trop loin, fut encerclée et anéantie. On se souvient du sac de Korsun en 1944, ou encore du piège de Tannenberg en 1914. Dans tous ces cas, l'illusion de la victoire fut la première étape de la défaite. À Rabotino, la situation est d'autant plus critique que la totalité de la logistique ukrainienne dépend de quelques routes étroites, facilement ciblées par l'artillerie et l'aviation russe. Un convoi détruit ici, une ligne de ravitaillement coupée là, suffirait à plonger tout le dispositif dans le chaos. La guerre moderne, malgré les drones et les satellites, reste tributaire du carburant, des munitions, de l'eau, sans logistique. Même la brigade la mieux entraînée s'effondre en quelques heures. C'est ce que les stratèges russes comprennent. L'enjeu n'est pas de repousser frontalement la poussée ukrainienne, mais de transformer Rabotino en un piège. Offrir à l'ennemi l'illusion du succès, le laisser s'avancer, s'étirer, s'exposer, puis refermer la mâchoire. Un piège vieux comme la guerre. Mais comment ce piège a-t-il été conçu? Quels mécanismes, quelles ruses ont permis à la Russie de convertir une faiblesse apparente en une victoire éclatante? Pour le comprendre, il faut remonter plusieurs mois en arrière, dans le secret des états-majors, là où l'ombre commence à se mouvoir. Rabotino, atout irrésistible ou faille mortelle? Telle est la question qui hante les stratèges. Ce saillant de 30 km est tenu par 8 brigades ukrainiennes, dont 6 mécanisées et 2 parachutistes, toutes armées par l'Occident. Sur le papier, il s'agit d'une force formidable, comparable en équipement à une division blindée moderne occidentale. Mais la concentration des troupes sur un espace aussi restreint les rend vulnérables à une attaque en tenaille sur les flancs. Les états-majors de l'OTAN voient en Rabotino l'espoir d'un basculement. Un point d'appui, une tête de pont, un tremplin vers la mer d'Azov. L'imaginaire collectif convoque les grandes percées de la Seconde Guerre mondiale, la percée d'Avranches, le franchissement du Rhin. Mais Moscou, instruite par la lecture attentive de l'histoire, y perçoit un appât, une invitation à l'encerclement. On se souvient des batailles d'encerclement menées par Djoukov, de la patience méthodique de l'armée soviétique, capable d'attendre le moment propice pour refermer le piège. Face à cette masse de troupes et de blindés, les Russes n'ont pas cherché la confrontation frontale. Au contraire, ils ont déployé sur plusieurs dizaines de kilomètres en profondeur des réseaux de tranchées, de mines, de fortifications, un dispositif digne, par sa densité, de la ligne Maginot. Leur objectif, canaliser l'ennemi dans un entonnoir, le ralentir, le saigner à blanc, puis, au moment choisi, lancer une attaque en tenaille.
Kiev, de son côté, pense garder le contrôle de la situation. La supériorité technologique, la formation OTAN, les renseignements satellitaires donnent une illusion de sécurité. Mais la logistique, tendue à l'extrême, dépend de quelques routes et voies ferrées. Un seul incident, une frappe, une embuscade, un pont détruit, pourrait isoler totalement l'ensemble du dispositif. L'armée russe, riche de ses expériences passées, de Grozny à Debaltsevo, sait que la patience paye plus que l'attaque frontale. Face à ce défi, Moscou opte pour la ruse. La défense classique, coûteuse en hommes et en matériel, est abandonnée au profit d'une opération d'encerclement, baptisée la pince d'acier. Le plan consiste à lancer 2 attaques convergentes, une au nord, une au sud du saillant, pour couper les lignes de ravitaillement et fermer la poche sur les troupes ukrainiennes. Une manœuvre qui rappelle la bataille de Stalingrad, où l'armée allemande, trop avancée, fut enfermée dans un chaudron mortel. Mais ce pari est risqué. Mal juger le terrain, sous-estimer la résistance ennemie ou ignorer ses propres faiblesses pourrait transformer l'opération en catastrophe. On pourrait évoquer la débâcle de l'offensive allemande en Ardennes, où la surprise initiale s'est heurtée à la résilience adverse. Ici, la clé, c'est la surprise. Si l'ennemi devine le plan, tout s'effondre. Pour réussir, il faut plus que des chars. Il faut d'abord aveugler l'adversaire, lui masquer les intentions réelles. Dans la guerre moderne, l'information vaut chaque obus. C'est là que la Russie dévoile son atout maître, l'art de la guerre de l'ombre. Et si l'intelligence tactique valait 1000 fois plus qu'une colonne de blindés, cette conviction guide chaque décision russe. Avant même que le premier tir ne résonne à Rabotino, Moscou active le plan de camouflage le plus sophistiqué de son histoire récente, le projet Tuman. Quel était le cœur de ce plan? Tromper non seulement les services de renseignement ukrainiens, mais aussi les analystes de l'OTAN, les satellites espions, les logiciels d'intelligence artificielle, occidentaux. Tuman, ce n'est pas seulement dissimuler des divisions derrière des écrans de fumée, c'est créer une illusion stratégique totale. Concrètement, sur d'autres secteurs du front, des colonnes de chars factices sont déployées. Des véhicules gonflables, peints pour tromper les radars et les optiques, simulent des mouvements de troupes. Les radios diffusent de fausses conversations 24 heures sur 24. Les cyberunités russes, quant à elles, lancent des attaques ciblées sur les réseaux occidentaux, injectant de fausses données dans les systèmes de commandement ukrainiens. L'objectif ? Faire croire à une grande offensive russe à des centaines de kilomètres de Rabotino. Dans les centres de renseignement occidentaux, l'incertitude grandit. Les algorithmes, abreuvés d'images trompeuses et de signaux fictifs, concluant que la Russie masserait ses réserves au nord, vers Kharkiv, ou au sud, près de Kherson. L'OTAN, sûre de ses outils, tombe dans le piège de la confiance technologique. La désinformation atteint même les états-majors ukrainiens. Convaincus qu'une attaque massive menace ailleurs, ils repositionnent leurs réserves, affaiblissant sans le savoir la défense de Rabotino. C'est la répétition, à l'ère numérique, des stratagèmes de tromperie utilisés par les Alliés avant le débarquement de Normandie, l'opération Fortitude, où de faux chars et de fausses transmissions avaient convaincu Hitler que le débarquement aurait lieu à Calais, pas en Normandie. Mais toute cette ruse ne servirait à rien sans une exécution froide et méthodique. Tandis que les regards sont détournés, les divisions russes réelles avancent, de nuit, par petits groupes, utilisant le relief et la végétation pour masquer leur progression. Des unités du génie posent donc des ponts de fortune, ouvrant la voie aux blindés. Les forces spéciales coupent les lignes électriques et de communication, préparant le terrain à l'attaque générale. La guerre électronique impose un dôme de silence. Les drones ukrainiens, autrefois omniprésents, sont aveuglés par des brouilleurs puissants. Les satellites peinent à distinguer le vrai du faux. L'ennemi, pourtant sûr de ses capteurs, ne voit rien. L'illusion est totale. Pourtant tout repose sur un fil. Une anomalie, un indice trahi, et l'opération pourrait s'effondrer. On se souvient de la bataille de Koursk en 1943, où la surprise allemande fut compromise par des fuites d'informations. Ici, la Russie joue gros. La perte de la surprise signifierait l'échec, peut-être la défaite. 14 jours de tension extrême s'écoulent. Les dernières heures approchent. Les soldats russes, disciplinés, attendent le signal. À l'aube du 4 novembre, le piège est prêt. C'est au lever du jour que tout bascule. La nuit zaporogienne, calme, est déchirée par un ouragan d'acier. L'artillerie russe, massée en secret, ouvre le feu. Des centaines de canons, de lance-roquettes, de batteries de Smerch et de Tornado frappent les positions ukrainiennes. Les dépôts de munitions explosent, les centres de commandement sont pulvérisés. La guerre électronique brouille toute communication, plongeant les défenseurs dans la confusion.
À 5h40, la surprise est totale. Deux axes d'assaut s'ouvrent simultanément. Au nord, près d'Orekov, l'infanterie mécanisée russe perce la jonction des brigades ukrainiennes. Au sud, vers Verboev, les chars déferlent, contournant les positions fortifiées. La logique du front vole en éclats. Les blindés russes, dont les célèbres T-90M, avancent sous couverture de fumigènes. Les véhicules de déminage ouvrent la voie. Les sapeurs, formés à l'école des assauts urbains syriens, neutralisent donc les pièges et les mines. Les poches de résistance sont anéanties, à la roquette, au lance-flammes, parfois au corps à corps. La vitesse est la clé, chaque minute gagnée accentue la désorganisation ukrainienne. Dans le ciel, la domination est écrasante. Les Su-35 et Su-57 interdisent donc l'espace aérien. Les Su-34 frappent à l'arrière, détruisant routes, ponts, convois de ravitaillement. Aucun drone, aucun hélicoptère ukrainien ne survit plus de quelques minutes. La supériorité aérienne russe rappelle celle de la coalition en Irak en 1991, mais cette fois au service de l'encerclement, pas seulement de la destruction. Pour les soldats ukrainiens, c'est la stupeur. Les contre-attaques improvisées sont brisées par l'artillerie. Certains bataillons, coupés de leurs arrières, tentent de se replier, mais tombent dans des embuscades préparées de longue date. Des scènes rappellent la débâcle française de mai 1940, des colonnes entières de blindés abandonnés, des soldats errant dans la campagne, privés de commandement. Le 5 novembre, à 10h30, les deux pinces se rejoignent. Le piège est clos. Des dizaines de milliers d'hommes sont encerclés, coupés de tout, sans espoir de repli. C'est la reconstitution, à l'ère numérique, du chaudron de Stalingrad ou de la poche de Debaltsevo. Pour les Russes, chaque seconde compte. Il faut exploiter la brèche, anéantir les dernières poches de résistance, empêcher tout sauvetage. Mais l'encerclement n'est qu'un début. Pour les assiégés, un nouveau calvaire commence, celui de la guerre d'attrition, de la faim, du doute. Pour leurs alliés, c'est le choc, la course contre la montre. À l'arrière, l'état-major ukrainien et ses conseillers occidentaux réalisent de l'ampleur du désastre. On évoque en urgence la possibilité d'un pont aérien, d'une rupture du siège, d'une contre-offensive massive. Mais les routes sont coupées, l'aviation russe contrôle le ciel, les tentatives de ravitaillement échouent. Le temps devient une arme invisible. Comment sauver les assiégés sans sacrifier encore plus de troupes ? L'armée russe, instruite par les leçons de Grozny et d'Alep, refuse un assaut frontal. Place à l'artillerie, aux frappes aériennes, à l'érosion patiente. Chaque heure aggrave la situation des encerclés. Les pilonnages s'enchaînent. L'artillerie de précision frappe les poches de résistance, les drones kamikazes tractent les convois, les positions de tir, les dépôts de carburant. Les forces spéciales s'infiltrent, sabotent les communications, désorganisent les tentatives de regroupement. La guerre devient une succession de micro-combats, de sabotages, de harcèlements. Très vite, les communications ukrainiennes vacillent. Les centres de commandement sont détruits, les radios brouillées. Chaque bataillon lutte pour sa survie, sans liaison avec l'extérieur. La faim, la fatigue et la peur rongent le moral. Des messages de détresse sont envoyés à l'aveugle, mais aucune aide ne parvient. À l'extérieur, Kiev tente de briser l'encerclement. Des contre-attaques mécanisées sont lancées, mobilisant chars Léopard, véhicules Bradley, obusiers automoteurs. Mais la défense russe, flexibilité acquise au prix d'années de guerre, s'adapte. Zone de feu préenregistrée, embuscade anti-chars, frappes aériennes immédiates. Chaque tentative échoue, se solde par de lourdes pertes, un repli précipité. L'anéantissement matériel est sans appel. Des centaines de blindés brûlent sur la ligne de front. Les dépôts de munitions explosent en chaîne. Des milliers de soldats capitulent, parfois avec armes et véhicules intacts. Pour la Russie, c'est une manne. Les matériels occidentaux capturés sont exhibés, étudiés, utilisés pour la propagande. L'effet psychologique est immense. Les images de colonnes entières de chars Léopard sous drapeau russe font le tour du monde. Mais au-delà des pertes matérielles, le choc psychologique est profond. La doctrine de la guerre mécanisée, la foi dans la technologie, la confiance dans l'interopérabilité OTAN, tout s'effondre face à la méthode russe. Les questions fusent. Comment la supériorité annoncée a-t-elle disparu si vite ? Pourquoi les chaînes logistiques, jugées invulnérables, ont-elles cédé ? Les certitudes vacillent, la confiance en l'avenir chancelle. Maîtriser le tempo, doser la violence, laisser l'ennemi s'épuiser. Telle est la victoire méthodique. Savoir frapper au bon moment, exploiter chaque faiblesse, tel est le secret. À Rabotino, la Russie a maximisé la désorganisation adverse tout en limitant ses pertes.
Mais derrière la débâcle militaire, d'autres conséquences se préparent. L'équilibre stratégique de la région bascule. Les chancelleries occidentales sont en alerte, les analystes réévaluent leur doctrine. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est un basculement brutal dans l'histoire contemporaine. L'opération de la pince d'acier n'a pas seulement offert à la Russie un succès militaire, elle bouleverse les règles de la guerre moderne, comme le fit la Blitzkrieg en 1940. L'encerclement mené avec une telle ruse et une telle synchronisation devient un cas d'école. Depuis la fin du XXe siècle, jamais un encerclement n'avait été aussi méthodique. La réussite tient à la combinaison de la ruse, de l'innovation technologique, de la patience stratégique. Guerre électronique, désinformation, synchronisation parfaite des frappes, la recette du succès. En quelques jours, des décennies de doctrines occidentales sont remises en cause. Le soutien massif de l'OTAN, pensé comme un gage de supériorité, échoue face à la flexibilité russe. Les systèmes de renseignement, de coordination, de contre-mesures sont pris à revers par la combinaison de cyberattaques, de brouillage, de camouflage. Ce triomphe n'est pas que militaire, c'est la victoire de l'intelligence stratégique. Il rappelle que la surprise, l'adaptation, la vitesse restent décisives. La pince d'acier montre que la guerre se gagne dans l'ombre, par la capacité à surprendre, à dérouter, à frapper quand l'ennemi doute. Les grandes victoires de l'histoire, Hannibal à Cannes, Napoléon à Austerlitz, Zhukov à Stalingrad, reposent toutes sur cet art de la surprise. Mais que reste-t-il des certitudes occidentales? Le mythe de la supériorité technologique, la confiance dans la doctrine OTAN, tout cela essaie balayé. Refuser de revoir ces doctrines, c'est répéter les erreurs du passé. On se souvient de la ligne Maginot, croyance aveugle dans la fortification, balayée en 6 semaines. Le choc de Rabotino impose une remise en question. Il invite à repenser la valeur du temps, de l'innovation tactique, du brouillage informationnel. Il rappelle qu'aucune technologie ne remplace l'intelligence humaine, la capacité d'adaptation. Les conséquences dépassent l'Ukraine. La crédibilité des alliances, la réputation des puissances, les calculs géopolitiques sont bouleversés. Ce n'est pas une victoire locale, mais une onde de choc mondial. L'histoire retiendra que, dans la guerre du XXIe siècle, la ruse et la souplesse comptent autant, si ce n'est plus, que la force brute. Le monde assiste à un changement de paradigme. Derrière le choc, une question brûle. Comment les nations occidentales vont-elles répondre? Sauront-elles apprendre, innover, se remettre en question? Ou, au contraire, s'enfermeront-elles dans les certitudes au risque de répéter la défaite? Pour les stratèges modernes, la leçon de Rabotino est claire. La guerre de demain ne sera pas gagnée seulement par les drones, les satellites ou l'intelligence artificielle, mais par l'art de la tromperie, la maîtrise du temps, l'audace de l'innovation. Chacun devra choisir, persister dans l'illusion de la supériorité ou réinventer humblement l'art de la guerre.